Le vent soufflait doucement sur le village de Ndiongolor, balayant la poussière rouge des chemins, faisant frémir les feuilles des baobabs et caresser les murs en argile des vieilles concessions. Dans l'une d'elles, reculée du centre, vivait une jeune fille au regard doux et au pas silencieux. Son nom était Aïssatou. Aïssatou avait 17 ans, mais son visage portait déjà les marques de la vie. Non pas des rides ou des cicatrices, non. Mais ce regard. Ce regard lourd, chargé d'un passé qu'aucune adolescente ne devrait porter. Depuis la mort de ses parents dans un accident tragique il y a 7 ans, elle vivait sous le toit de Fanta, sa marâtre, la seconde épouse de son défunt père. Fanta, c'était une femme dure, austère et sans pitié. Elle n'avait jamais accepté la petite Aïssatou, encore moins depuis qu'elle était devenue belle, grande, avec cette grâce naturelle qui lui valait les regards discrets des jeunes hommes du village. Une beauté qu'elle enviait. Une jeunesse qu'elle méprisait. Fanta n'avait que 2 passions, l'argent et sa propre fille, Diarra, qu'elle choyait comme un trésor, tandis qu'Aïssatou était reléguée au rôle de domestique, lavant les habits, pilant le mil, balayant la cour dès l'aube. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Aïssatou portait en elle un secret. Elle était enceinte. Et pas d'un mari. Pas d'un amoureux. Non. Son silence cachait une douleur atroce, un mystère que même le ciel semblait refuser d'éclaircir. Un drame muet, enterré dans la terre rouge de Ndiongolor. Depuis des semaines, elle sentait son ventre durcir, grossir, et son cœur se remplir de peur. Elle priait, en silence, chaque soir, les mains jointes sous la moustiquaire trouée, pour que Dieu vienne la sauver. Mais Dieu, semblait-il, gardait le silence. Ce matin-là, Fanta la surveillait du coin de l'œil. Depuis quelques jours, elle avait remarqué les changements, la démarche d'Aïssatou, ses nausées, son visage fatigué. Et quand elle en eut la certitude, elle éclata de colère. Elle hurla si fort que les voisins s'arrêtèrent de travailler. Une honte. Une vraie honte. Une fille que j'ai nourrie. Une pute sous mon toit. Aïssatou, en larmes, restait debout, incapable de parler. Elle savait que c'était inutile. Personne ne la croirait. Personne ne chercherait à comprendre. Fanta, furieuse, prit une décision radicale. Le lendemain, à la première heure, elle se rendit chez un vieil homme du village, un homme connu de tout, pour vivre dans les rues, sans abri, dormant tantôt sous un arbre, tantôt près de la mosquée. Il s'appelait Baïchek, un ancien pêcheur devenu mendiant. Personne ne savait pourquoi Baïchek avait tout perdu. Certains disaient que c'était le destin. D'autres, un mauvais sort. Mais une chose était sûre, il n'avait rien, sauf un cœur qu'on disait pur. Fanta, elle, ne cherchait pas un bon homme. Elle cherchait un moyen de se débarrasser d'un problème. Tu veux une femme? Je t'en donne une. Mais tu la prends aujourd'hui. Tu l'emmènes. Elle est enceinte. Tu diras que c'est ton enfant. Moi, je n'en veux plus ici. Baïchek, surpris, la regarda longuement. Il ne répondit pas tout de suite. Il n'avait jamais eu de femme. Il n'avait jamais eu d'enfant. Et il ne comprenait pas pourquoi, soudainement, une femme venait lui offrir une épouse comme on offre un sac de mil moisis. Mais dans son regard, Fanta avait déjà décidé. Et Aïssatou, pendant ce temps, ne savait pas encore que sa vie allait basculer, encore une fois. Elle ne savait pas qu'elle allait être livrée, comme une marchandise. Et qu'à partir de ce jour, une nouvelle histoire allait s'écrire. Une histoire d'humiliation, de douleur, mais aussi, un jour, de renaissance. L'aube de Ndiongolor s'éveilla dans un silence étrange, comme si le ciel lui-même avait entendu l'injustice qui se tramait. Les coqs chantèrent, mais sans entrain. Les femmes se levèrent, mais sans échanger les habituels mots du matin. Quelque chose flottait dans l'air. Quelque chose de lourd. Dans la cour poussiéreuse de la maison, Aïssatou restait figée, les yeux rougis, tenant contre elle un panier limé. Fanta lui avait jeté quelques habits dans une bassine en plastique fendu. Rien de plus. Pas une pièce, pas un adieu, pas même un regard humain. Habille-toi et lave ton visage. Tu ne vas pas chez un roi, hein, mais montre-toi un peu propre au moins. Cracha Fanta en reniflant de mépris. Assise dans un coin, Diarra, la fille de Fanta, riait dans sa main. Depuis des années, elle jalousait la douceur d'Aïssatou. Et maintenant que sa demi-sœur était tombée enceinte sans mari, l'humiliation qu'elle allait subir comblait Diarra d'une joie cruelle. Bientôt, un vieux vélo grinçant apparut au loin, accompagné de palans et d'un souffle rauque. C'était Baïchek, le mendiant. Il portait une chemise en lambeaux et un pantalon que le soleil avait délavé jusqu'à la trame. Son visage, ridé par la vie, portait une barbe blanche et désordonnée. Il semblait sorti d'un autre temps. Quand il arriva devant la concession, il ne fut même pas invité à entrer. Fanta lui lança un signe de la main comme on appelle un chien. « Voilà ta femme. Tu la prends maintenant. »
Pas de palabres. Pas de cérémonie. Pas de bénédiction. Tu la veux ou pas? Il posa son regard sur Aïssatou, sans haine, sans jugement. Juste un silence respectueux. Il comprenait qu'elle n'était pas venue de son plein gré. Et dans les yeux de la jeune fille, il vit la peur. Mais aussi, quelque chose d'autre. Une détresse ancienne. Une solitude infinie. Il hocha lentement la tête. « Je la prends », dit-il d'une voix grave, presque triste. Et ce fut tout. Pas de tambour. Pas de chant. Pas même un mot de réconfort. Aïssatou prit sa bassine, jeta un dernier regard vers la maison où elle avait grandi, où ses parents avaient vécu, aimé, puis été enterrés. Fanta, les bras croisés, souriait d'un air satisfait. Et surtout, qu'elle ne revienne jamais. Je ne veux pas d'une fille salie sous mon toit. Baïchek se tourna sans répondre. Aïssatou suivit. Ils marchèrent lentement, sous les regards indiscrets du village. Les vieilles femmes chuchotaient. Les enfants riaient. Certains jeunes hommes crachaient au sol. Une fille enceinte donnait à un clochard. On aura tout vu à Ndiongolor. Mais dans le cœur d'Aïssatou, quelque chose venait de se briser pour de bon. Elle n'était plus une enfant. Elle n'avait plus de foyer. Elle était désormais la femme d'un mendiant. Elle n'avait plus rien. Rien sauf un fœtus silencieux dans son ventre. Et des larmes qu'elle ne verserait plus. Elle marchait, droite, le dos raide, comme si l'humiliation n'avait pas d'effet sur elle. Mais au fond d'elle, elle hurlait. La marche fut longue. Pas tant par la distance que par ce qu'elle représentait. Chaque pas d'Aïssatou semblait peser plus lourd que le précédent. Elle n'avait pas parlé depuis qu'elle avait quitté la maison. Elle ne savait même pas où elle allait. Elle suivait Baïchek comme on suit son sort. Ils quittèrent le centre du village, traversèrent un champ de manioc, longèrent un marigot presque asséché, puis s'arrêtèrent enfin, au pied d'un gigantesque fromager, dont les racines serpentaient comme des bras géants dans la terre rouge. Là, appuyée contre le tronc, une cabane de fortune, faite de bois, de tôle rouillée et de nattes tressées, tenait debout comme par miracle. « C'est ici que je dors », murmura Baïchek. Aïssatou resta un instant sans bouger. Elle fixa la cabane, puis tourna lentement la tête vers lui. Il ne la regardait pas. Il avait les yeux fixés au sol, les mains croisées dans le dos, comme s'il avait honte. Et pourtant, jamais homme ne l'avait regardé sans désir ou mépris. Juste, avec respect. Avec cette étrange forme de dignité silencieuse que seuls les hommes blessés savent transmettre. Elle entra. Le sol était nu. Une vieille natte. Une calebasse vide. Un pagne accroché pour faire office de rideau. Et, au fond, une statuette en bois représentant une femme enceinte, posée sur une pierre plate. Tout dans cette cabane respirait la solitude, mais pas la violence. Aïssatou s'assit en silence. Baïchek s'approcha lentement de la porte, puis resta dehors, s'adossant au tronc du fromager. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes. Puis, d'une voix rauque. « Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu n'es même pas obligé de rester. Mais sache une chose, je ne lèverai jamais la main sur toi. Jamais. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas la force. Mais ses yeux, embués, fixèrent le plafond de la cabane. Ce n'était pas un palais. Ce n'était pas une maison. Mais, c'était calme. Et personne ne l'avait insulté depuis 1 heure. C'était déjà un début. Le soir venu, il partagea avec elle la moitié d'une mangue. Rien d'autre. Il n'avait pas d'argent. Pas de champ. Il vivait de la générosité des passants et des fruits tombés. Mais il ne se plaignit pas. Il la laissa manger d'abord. Puis il s'éloigna de la cabane pour dormir sous l'arbre. Elle l'observa en silence, les mains posées sur son ventre rond. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une petite chaleur dans la poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était un soupçon de respect. Un tout petit morceau de lumière dans l'obscurité. La nuit s'était installée sur Ndiongolor comme une couverture épaisse. Les chants des grillons, le souffle régulier des feuilles dans le vent et les bruits lointains du village formaient une berceuse étrange. Sous le fromager, Baïchek s'était allongé sur une natte effilée, recroquevillé dans le silence, les mains croisées sur son ventre vide. Dans la cabane, Aïssatou restait éveillée. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle ne trouvait pas le sommeil. Son corps fatigué tremblait doucement. Pas à cause du froid, non, mais de tout ce qu'elle venait de vivre. Les images de Fanta, les cris, les moqueries, et cette phrase qui lui tournait en tête. « Tu la veux ou pas ?» Elle se sentait donnée. Comme une chèvre malade. Comme une chose. Et pourtant, elle repensait aussi à cette mangue partagée. À cette voix grave, douce, presque cassée, qui lui avait dit
Je ne lèverai jamais la main sur toi. Personne ne lui avait jamais dit ça. Pas Fanta. Pas les hommes du village. Pas même les femmes. Alors elle se leva doucement, caressa son ventre avec tendresse, puis sortit lentement de la cabane. Baïchek ne dormait pas. Il regardait les étoiles. Il ne bougea pas quand elle s'approcha. Elle s'assit à quelques mètres, en silence, puis demanda, dans un souffle. « Pourquoi as-tu accepté ?» Il tourna la tête vers elle. Son regard était tranquille. Ni froid, ni tendre. Juste, vrai. Parce que j'ai vu la même douleur dans tes yeux que celle que je porte dans mon cœur. Elle cligna des yeux. Ses larmes montaient, mais elle les retint. Il continua. Tu n'as pas demandé cette vie. Moi non plus. Mais peut-être qu'on peut s'aider à survivre, au moins. Pas comme mari et femme. Comme deux âmes abîmées qui se tiennent chaud. Un silence. Puis elle murmura. Je ne t'aime pas. Il hocha lentement la tête. Je sais. Je n'aime plus personne. Même Dieu. J'ai l'impression qu'il m'a oublié. Cette fois, il se tourna complètement vers elle. Tu sais, parfois, Dieu se tait longtemps. Trop longtemps. Et on croit qu'il est parti. Mais souvent, il parle à travers les pauvres. Les silencieux. Les cabanes. Les fruits tombés. Peut-être même à travers un vieil homme fatigué. Elle éclata en sanglots. Pas bruyamment. Juste un cri discret, intérieur. Un cri de fille sans mère. De fille sans refuge. De fille enceinte d'un homme qu'elle n'avait jamais choisi. Et il ne la consola pas. Il ne la toucha pas. Il resta juste là. Présent. Ce soir-là, sous l'arbre, pour la première fois, quelqu'un l'écoutait. Et dans ce simple acte, une fissure s'ouvrit dans la muraille de sa douleur. Les jours passèrent lentement à la lisière de Ndiongolor. Sous le fromager, la cabane de fortune n'était plus seulement un abri. Elle devenait peu à peu un lieu de guérison silencieuse. Aïssatou se levait tôt, comme elle l'avait toujours fait. Mais ici, personne ne lui criait dessus. Personne ne l'attendait au tournant. Elle balayait la terre battue autour de la cabane, lavait la calebasse, nettoyait la natte, non pas par obligation, mais parce que son cœur commençait à réclamer un semblant d'ordre. Un espace à elle. Même dans la poussière. Un matin, alors que les oiseaux chantaient encore bas, Baïchek revint d'une de ses longues marches dans le village, avec 3 ignames sur la tête et 2 petites tomates dans les mains. Une femme du marché m'a donné ça. Elle m'a dit que j'avais l'air affamé. Elle n'a pas tort. Il posa les légumes devant elle avec un petit sourire fatigué. Aïssatou leva les yeux vers lui. C'était la première fois qu'il ramenait de quoi cuisiner plus qu'un fruit tombé. Et c'était aussi la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui donnait quelque chose, sans rien demander en retour. « Tu aimes la bouillie d'igname écrasée ?» demanda-t-elle timidement. Il haussa les épaules, amusé. « Je mange ce que la vie m'apporte. Je n'ai pas le luxe de préférer. » Elle sourit. Discrètement. Puis se mit au travail. Elle pila, écrasa, touilla avec une concentration appliquée. Quand la fumée s'éleva de la vieille marmite cabossée, elle sentit une chaleur familière lui remonter dans la poitrine. Cuisiner. C'était la première chose qu'elle avait appris à faire avec sa vraie mère. Avant que la mort ne l'emporte. Et soudain, ce plat simple devenait une offrande. Ils mangèrent ensemble, assis au sol, chacun tenant sa part entre les doigts. Pas un mot. Juste un partage, brut, sincère. Après le repas, Baïchek parla doucement, sans la regarder. « Tu veux apprendre quelque chose ?»« Apprendre quoi ?» demanda-t-elle, surprise. « À faire pousser la terre. À parler aux graines. J'ai un coin, derrière le fromager. Il y a assez d'ombre et de soleil. Peut-être qu'on pourrait planter quelque chose. » Aïssatou hocha la tête. Elle n'avait jamais touché une oue de sa vie. Fanta l'en empêchait, disant que les champs salissaient la peau et faisaient de mauvaises épouses. Mais aujourd'hui, elle n'était plus une épouse de façade. Elle était une femme qui voulait vivre. Nourrir l'enfant en elle. Redresser la tête. Alors elle se leva. Et à deux, ils creusèrent un petit carré dans la terre, traçant des lignes, posant de petites graines que Baïchek avait gardées dans une vieille boîte. « Ce sont des graines de bissap, » dit-il. « Et ça pousse vite. » « Pas vite. Mais bien, si on les traite avec respect. » Elle le regarda. Il parlait des graines. Mais elle comprit qu'il parlait aussi d'elle. Une semaine avait passé. Puis 2. Et dans le carré de terre retourné derrière le fromager, une chose extraordinaire apparut. Une première tige, fine et verte, avait percé la terre. Aïssatou la regarda longtemps, agenouillée, les mains sales, le cœur battant. C'était une tige comme tant d'autres.
Un simple début de Bissap. Mais pour elle, c'était le signe qu'on pouvait renaître même après avoir été piétiné. Baï Shek s'approcha, tenant une calebasse d'eau. Tu vois? Elle est sortie. Malgré le sol sec. Malgré la pauvreté. Elle hocha la tête. Puis, pour la première fois, elle posa une question sur lui. Toi aussi, tu es sorti de la terre sèche. Moi? Non. Moi, je suis encore en train de pousser, répondit-il en souriant. Ce jour-là, ils plantèrent ensemble d'autres graines. Des oignons, du gombo, de la coriandre. Et la vie, lentement, sans bruit, reprit ses droits. Mais pendant ce temps-là, dans le village, les langues se déliaient. Les voisines de Fanta parlaient derrière ses murs. Tu as entendu? La petite Aïssatou vit avec ce clochard. Mais paraît qu'il ne la frappe pas, hein. Qu'il lui parle doucement. Elle a l'air plus en forme maintenant. J'ai même vu son ventre bien rond. Elle ne cache plus. Ces paroles atteignirent Fanta comme des épines sous les pieds. Elle, qui avait voulu humilier la jeune fille, sentait maintenant que quelque chose lui échappait. Elle se mit alors à inventer des mensonges. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle avait sauvé Aïssatou de l'errance, qu'elle l'avait confiée à un homme par charité, qu'elle avait protégé l'honneur de la famille. Mais au fond d'elle, elle bouillonnait. Car ce qu'elle voyait dans les yeux des villageoises, ce n'était plus du dégoût pour Aïssatou, c'était de la curiosité. Parfois même, de l'admiration. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'orange, Aïssatou se frotta le dos et soupira. Sa grossesse avançait. Son corps se fatiguait vite. Baï Shek la regarda avec attention. « Tu souffres? Veux-tu que je t'emmène voir la vieille Daba? Elle connaît les plantes pour calmer les douleurs. » Elle hésita, puis accepta. Le lendemain, ils partirent ensemble à pied, traversant le marché, sous les regards surpris des passants. Lui, le mendiant. Elle, l'ancienne servante de Fanta. Main dans la main, sans honte. C'est ce jour-là que la rumeur changea de ton. Plus personne ne parlait d'humiliation. On parlait de courage. On parlait de force. Et dans la cour de Daba, la vieille guérisseuse toucha doucement le ventre d'Aïssatou, ferma les yeux et murmura. « Ton enfant sera comme cette graine, il poussera dans la poussière. Mais il portera la lumière de ceux qu'on a voulu enterrer. » Aïssatou sentit un frisson dans son dos. Elle se tut. Mais en elle, une racine venait de prendre. Le ventre d'Aïssatou s'arrondissait jour après jour. Sa démarche devenait plus lente, ses gestes plus prudents, mais ses yeux, eux, brillaient d'une lumière nouvelle. Sous le fromager, elle chantait parfois à voix basse, une berceuse qu'elle tenait de sa mère. Et Baï Shek, lui, s'asseyait non loin, l'écoutant en silence, sans jamais interrompre. Il l'aidait à se relever, lui préparait des décoctions d'herbes amères quand ses jambes enflaient. Il construisit même un petit abri de feuilles et de paille derrière la cabane, pour qu'elle puisse s'y reposer à l'ombre. Il ne disait jamais grand-chose, mais ses gestes valaient 1000 mots. Leur jardin grandissait aussi. Les tiges de bissap étaient hautes maintenant. Les oignons s'arrondissaient, fièrement alignés. Une vieille femme du marché leur donna même quelques graines de piment, en leur disant « Vous avez transformé la poussière en verdure. C'est Dieu qui bénit ce que les autres méprisent. » Mais dans le village, toutes les bouches n'étaient pas bénissantes. Astérisque, astérisque. Fanta, elle, devenait folle de rage. Chaque jour, elle entendait de nouvelles choses. Aïssatou est rayonnante. On dirait qu'elle porte un enfant béni. Son mari est peut-être pauvre, mais il la respecte. Ce n'est pas ton genre, un Fanta. Ces paroles piquaient son orgueil comme des épines dans la chair. Ce n'était pas juste. Cette fille, elle l'avait jetée dans la boue. Et maintenant, elle remontait? Elle relevait la tête? Elle faisait l'admiration des femmes? Non. Ce n'était pas acceptable. Elle décida d'agir. Un après-midi, elle alla voir le chef du village, un homme vieux et orgueilleux, qu'elle savait sensible au ragot. « Chef, cette fille-là, Aïssatou, elle souille le nom de son père. Elle vit avec un mendiant. Elle traîne sa grossesse comme une provocation. Ce n'est pas bon pour l'exemple. » Le chef fronça les sourcils. « Tu dis qu'elle n'est pas mariée légalement? Pas devant Dieu ni les anciens. » Non. Ils ont juste fui ensemble comme des chiens. Et maintenant, elle se croit reine sous un arbre. Le chef réfléchit longuement, puis déclara. « Alors il faut les convoquer. Qu'ils s'expliquent. Qu'ils prouvent que leur union est bénie. Sinon, ils devront quitter le village. » Fanta sourit en sortant. Enfin, elle allait les humilier publiquement. Enfin, elle allait les écraser pour de bon. Astérisque, astérisque. Pendant ce temps, Aïssatou et Baï Shek ignoraient tout de ce complot.
Ils riaient doucement autour du feu, partageant du mil écrasé et quelques feuilles de manioc. Le ciel était clair. Les étoiles paisibles. Mais la tempête approchait. Et ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette convocation allait bouleverser leur destin. Le soleil était à son zénith lorsqu'un jeune messager du village apparut, essoufflé, les pieds couverts de poussière. Il s'approcha de la cabane, salua rapidement, puis annonça d'une voix forte. « Baï Shek, Aïssatou, le chef du village vous convoque demain matin, sous l'arbre à palabres. » Aïssatou sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Le messager n'attendit pas de réponse. Il repartit aussitôt, laissant derrière lui un silence lourd. « Pourquoi nous convoque-t-on » demanda-t-elle d'une voix blanche. Baï Shek fixa l'horizon, les traits figés. « Fanta, c'est elle. Elle n'a pas supporté notre silence. Notre paix. Elle veut faire du bruit. Nous humilier. » Il se leva, s'approcha d'Aïssatou et lui prit doucement la main. « Mais demain, tu ne seras pas seul. Je parlerai. Je dirai la vérité. Toute la vérité. » Elle hocha la tête. Mais au fond d'elle, la peur montait. Elle connaissait les palabres. Les regards qui jugent. Les vieilles femmes aux langues tranchantes. Les anciens au ton grave. Elle savait qu'on allait parler de sa grossesse. De sa fuite avec un mendiant. Et que dans cette cour, le droit et la honte s'entremêlaient souvent. Le lendemain matin, ils arrivèrent à l'heure. Aïssatou marchait lentement, appuyée sur une canne en bois que Baï Shek avait taillée lui-même. Elle avait enroulé un pagne bleu autour de sa taille et posé un foulard blanc sur sa tête. Baï Shek portait une chemise propre, la seule qu'il avait, lavée la veille et séchée au vent. Sous le grand arbre à palabres, tous les anciens étaient là, assis en cercle, silencieux. Et un peu plus loin, Fanta et Diarra, debout, le regard triomphant. « Asseyez-vous » ordonna le chef, un vieil homme au regard dur. Baï Shek obéit. Aïssatou resta debout un instant, puis s'assit lentement. « On nous rapporte que vous vivez ensemble, sans union légitime. Que cette fille est enceinte. Et que vous souillez le nom de son père, qui fut un homme respectable. » Fanta intervint aussitôt, faussement ému. « Je l'ai élevée comme ma propre fille. Mais elle a fugué. Avec un mendiant. Sans mariage, sans dot, sans bénédiction. Et aujourd'hui, elle déshonore notre famille. » Un murmure parcourut l'assemblée. Baï Shek leva alors la main. Sa voix était calme. Sûre. Ancrée. Je n'ai jamais enlevé Aïssatou. C'est Fanta elle-même qui m'a appelé. Elle m'a dit, prends-la. Elle est enceinte. Elle me fait honte. Elle m'a jeté une fille comme on jette une calebasse fendue. Les anciens se tournèrent vers Fanta. Est-ce vrai? Fanta blêmit. Diarra chuchota quelque chose à son oreille, mais elle ne répondit pas. Baï Shek poursuivit. Je n'ai pas de maison, c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais frappée. Je ne l'ai jamais touchée. Et pourtant, je suis là, à veiller sur elle et sur l'enfant qu'elle porte. Pas par devoir. Par respect. Aïssatou se leva alors, posant une main sur son ventre. Sa voix tremblait, mais elle parla. Je n'ai plus de parents. Plus de nom. Plus d'honneur, peut-être. Mais j'ai trouvé ici quelque chose qu'aucune maison ne m'a donné. La paix. Le silence. La dignité. Et dans ce moment suspendu, les murmures cessèrent. Le chef, pensif, tapota son bâton au sol. Ce qui a été fait dans le secret sera réparé en public. Demain, nous célébrerons votre union devant Dieu et les anciens. Et que chacun garde pour soi son venin. Fanta étouffa un cri. Diarra la tira par le bras pour partir. Mais il était trop tard. Le village avait choisi son camp. Et ce jour-là, pour la première fois, Aïssatou sentit que la honte avait changé de visage. Le lendemain, dès l'aube, les femmes du village commencèrent à balayer l'esplanade du grand fromager. Ce même arbre sous lequel, quelques mois plus tôt, Baï Shek dormait seul, abandonné du monde. Aujourd'hui, on y suspendait des nattes propres, des pagnes colorées, et même quelques colliers de coquillages accrochés aux branches basses. Les enfants couraient, les jeunes filles portaient des calebasses d'eau parfumée. Une vieille femme prépara un encens dans une marmite trouée. Le village n'avait pas vu cela depuis longtemps, un mariage entre un mendiant et une orpheline enceinte. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une farce. C'était un acte de justice silencieuse, une réparation publique à une humiliation privée. Baï Shek se tenait droit, vêtu d'un boubou blanc emprunté à un vieil ami du marché. Il avait même lavé ses pieds, rasé un peu sa barbe et noué un fil rouge autour de son poignet. Une vieille coutume pour éloigner les mauvais esprits. Aïssatou, elle,
portait un grand pagne indigo cousu la veille par une couturière généreuse. Son ventre rond ressortait fièrement sous la ceinture nouée, et ses cheveux tressés avec soin lui donnaient l'allure d'une reine modeste. Les tambours résonnèrent. Les voix des femmes s'élevèrent. Et sous le regard silencieux du village, les deux indésirables furent unis par la parole sacrée d'un ancien, sous les bénédictions d'une assemblée devenue soudainement bienveillante. Vous n'avez ni richesse ni titre. Mais si votre union est bâtie sur la vérité, alors vous êtes plus solide que ceux qui mentent sous des toits d'or, déclara le vieux chef. On partagea des arachides, du pain sec et un peu de jus de bissap. Rien d'extraordinaire. Mais tout avait le goût de l'honneur retrouvé. De loin, Fanta regardait. Elle n'avait pas été invitée. Personne ne l'avait appelée. Même ses voisines ne lui avaient rien demandé. Elle bouillait intérieurement. Elle, l'architecte de l'humiliation, venait de voir son plan se retourner contre elle. Ce village est tombé sur la tête. Célébrer une fille perdue et un clochard, marmonnait-elle. Mais en vérité, ce n'était pas le village qui avait changé. C'était le cœur des gens, réveillé par le courage discret de deux âmes qu'on avait voulu effacer. Le soir, Aïssatou et Baï Chek revinrent dans leur cabane. Le feu crépitait doucement, et les grillons chantaient leur mélodie nocturne. Elle s'assit lentement sur la natte, une main posée sur son ventre. « Merci pour tout », murmura-t-elle. Il secoua doucement la tête. « C'est moi qui dois te remercier. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon nom. » Ils ne se touchèrent pas. Pas de baiser. Pas de geste d'amant. Mais il y avait un feu doux entre eux. Un feu que ni la pauvreté, ni la honte, ni la poussière ne pourraient éteindre. La saison des pluies approchait. Dans le ciel de Ndiongolor, de lourds nuages sombres apparaissaient chaque soir, chargés d'eau, de tonnerre et de promesses. Le sol craquelé soupirait d'impatience, les oiseaux volaient bas, et les anciens observaient les étoiles avec leurs yeux fatigués. Tout le monde savait, le moment de la première pluie était sacré. Dans la petite cabane sous le fromager, Aïssatou se préparait aussi. Son ventre était devenu une lune pleine, tendue, brillante. À chacun de ses pas, elle sentait la vie bouger en elle. L'enfant était là, présent, vivant. Et chaque nuit, elle lui parlait, la main posée sur sa peau tendue. « Mon enfant, tu ne viens pas dans un palais. Tu n'auras ni or ni soie. Mais tu auras un nom. Tu auras deux bras pour t'accueillir. Tu seras aimé. » Baï Chek, lui, renforçait la cabane. Il ajouta des feuilles de bananier sur le toit, suréleva la natte, creusa un petit fossé autour de la case pour éviter les inondations. Il était vieux, fatigué, mais plus vivant que jamais. Il avait même proposé à Aïssatou une idée folle. Et si, après l'accouchement, on plantait un arbre, un manguier, pour ton enfant, pour qu'il grandisse avec lui? Elle l'avait regardé longuement. Puis elle avait souri. Alors il faut trouver une belle graine. Une graine forte. Tu es déjà cette graine, répondit-il. Astérisque, astérisque. La nuit tomba. Le vent se leva. Et enfin, la première pluie de la saison éclata. Un tambour céleste. Une pluie lourde. Chaude. Bénie. Aïssatou sortit de la cabane et leva les bras vers le ciel. L'eau ruisselait sur son visage, glissait sur son ventre arrondi. Elle ne dansait pas, non. Elle respirait. Elle accueillait cette pluie comme on accueille une guérison. Baï Chek la regardait de loin, assis sur une pierre, les yeux embués. Ce n'était plus la jeune fille brisée qu'on lui avait jetée comme un fardeau. C'était une reine sans couronne, debout dans la boue, tenant la vie entre ses côtes. Et sous cette pluie, il comprit que quelque chose avait germé en eux. Pas seulement un enfant, pas seulement des légumes, mais une dignité retrouvée. Une terre intérieure qu'on croyait morte. Pendant ce temps, au village, Fanta fermait ses volets en grondant. Elle haïssait la pluie. Elle haïssait ce bruit qu'il avait. Elle haïssait l'idée que là-bas, dans la poussière, une fille qu'elle avait rejetée puisse célébrer ce que, dans son cœur sec, elle n'avait jamais connu, la paix. Mais elle ne savait pas encore que la pluie allait réveiller bien plus que la terre. Elle allait réveiller le destin. La pluie battait toujours le toit de la cabane, martelant les feuilles de bananier avec une régularité presque hypnotique. L'air était plus frais, la terre gorgeait d'eau. Le jardin poussait à vue d'œil, les feuilles de bissap se dressaient fièrement, et les oignons semblaient sourire à la lumière grise du ciel. Mais dans la petite case, le corps d'Aïssatou commençait à se plier. Ce matin-là, elle ne s'était pas levée. Son visage était pâle, ses lèvres desséchées, et ses mains agrippaient la natte comme si elle luttait contre une tempête invisible. « Chek, ça me tire en bas du dos, ça monte jusque dans mon ventre », murmura-t-elle entre deux souffles hachés. Le vieux homme accourut, son cœur battant à tout rompre.
Il posa une main sur son front. Elle avait de la fièvre. Il regarda son ventre. Il était bas, dur, tendu comme une calebasse prête à se briser. C'est le moment. L'enfant vient. Un silence. Puis Aïssatou ferma les yeux, terrifiée. Je ne suis pas prête. Mais personne ne l'est jamais. Baï Shek courut, pieds nus sous la pluie, jusqu'au village. Il cria, tambourina à la porte de la vieille guérisseuse, mère d'Abba, qui s'habillait lentement en marmonnant. C'est toujours sous la pluie que les âmes choisissent de descendre. Elle prit sa besace remplie d'herbes, de cordelettes, de lames bien cachées, et le suivit, le visage grave. En chemin, 2 jeunes femmes du village les rejoignirent. Elles aimaient Aïssatou en secret. Elles avaient vu en elle une force qu'elles n'osaient pas nommer. Quand elles arrivèrent à la cabane, les cris d'Aïssatou fendaient l'air. Des cris puissants, profonds, des vagues de douleur entrecoupées de silence, où seule sa respiration haletante disait encore qu'elle résistait. Mère d'Abba s'agenouilla près d'elle, lui caressa doucement le front. Tu as déjà marché seule. Tu as déjà été rejetée. Tu as survécu. Maintenant, tu vas donner la vie. Et si je meurs, murmura Aïssatou, alors tu mourras avec courage. Mais tu ne mourras pas. Pas aujourd'hui. Dehors, Baï Shek faisait les 100 pas, les mains tremblantes, trempées jusqu'aux os. Jamais il n'avait ressenti une telle impuissance. Lui qui avait tout perdu. Avait-il encore le droit d'espérer? Les heures passèrent. Les cris d'Aïssatou s'élevèrent, puis s'espacèrent. Puis un silence. Un long silence. Et soudain, un cri. Un cri neuf. Un cri d'enfant. Un hurlement pur, perçant la pluie comme une flèche de lumière. Mère d'Abba sortit en tenant dans ses bras un bébé emmailloté dans un pagne humide. C'est un garçon. Fort. Bien vivant. Il t'a attendu. Shek tomba à genoux dans la boue, les larmes aux yeux. Puis il entra, les jambes fléchissantes. Aïssatou, allongée, épuisée, le regard voilé de fatigue, tourna lentement la tête vers lui. Il est là. Tu le vois, il est là. Il s'approcha, prit sa main dans la sienne, et murmura. Il est la preuve que tout ce qu'on voulait enterrer peut renaître un jour. Même l'amour. Elle sourit faiblement. Son corps était brisé. Mais son cœur, lui, était plein. Un enfant était né. Un homme s'était redressé. Et une orpheline avait donné la vie, là où tout le monde avait vu la fin. Le lendemain de l'accouchement, le soleil réapparut enfin au-dessus de Ndyongolor. La pluie s'était tue, laissant derrière elle une terre grasse et parfumée. Le silence du village semblait rempli d'un souffle nouveau, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Dans la cabane, Aïssatou dormait profondément. Son visage n'était plus celui d'une fille, mais celui d'une mère. Son corps, épuisé, reposait sur la natte que Baï Shek avait surélevée pour éviter l'humidité. Elle tenait encore contre sa poitrine ce petit être qu'elle avait mis au monde dans la douleur, mais aussi dans la dignité. Le bébé dormait, blotti contre elle. Un garçon, à la peau foncée et douce, aux petits poings déjà fermés comme s'il avait ramené de l'autre monde la force de survivre. Astérisque, astérisque. Le matin même, Baï Shek était allé frapper aux portes. Il ne demandait ni offrande ni cadeau. Il cherchait des mots. Il voulait un nom. Un nom? Avait demandé un ancien. Oui, un nom pour mon fils. Un nom qu'on n'oubliera pas. Les anciens, émus, avaient proposé plusieurs idées. Mais aucune ne semblait convenir à Baï Shek. C'est finalement en revenant vers la cabane, en regardant le petit jardin verdoyant, les bissas en fleurs, l'eau qui glissait encore sur les feuilles, qu'il sut. Il entra, s'agenouilla près d'Aïssatou qui venait d'ouvrir les yeux, et dit doucement. Je veux l'appeler Cierno. Ça signifie le noble. Parce que malgré la honte, malgré la misère, il est né droit. Il est né pur. Elle le regarda, les yeux brillants. Cierno. Le fil de la poussière. Le fil du silence. Mais aussi le fils de l'honneur. Elle embrassa doucement le front du nourrisson. Ainsi, Cierno fut nommé. Et ce nom, dans la bouche des femmes du village, devint bientôt un symbole. Astérisque, astérisque. Les jours qui suivirent, des femmes vinrent discrètement déposer des tissus, du savon, du riz. Pas par pitié. Non. Par reconnaissance. Tu as mis au monde un enfant dans la poussière, mais tu l'as enveloppé de courage, murmura une vieille accouchée. Même le chef du village fit porter un seau de miel, avec ce message. Un enfant qui naît dans l'humilité peut devenir roi dans la sagesse. Astérisque, astérisque. Mais tous ne se réjouissaient pas. Dans sa maison, Fanta fulminait. Elle entendait les chants, les rires,
les tambours discrets autour du fromager. Ils font une fête pour un bâtard, et le village les célèbre. Diarra, sa fille, la regarda avec malaise. Même elle commençait à douter. Même elle avait vu, dans les yeux d'Aïssatou, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, la paix. Fanta jura de se venger. Elle ne pouvait pas supporter qu'une fille qu'elle avait jetée dans la boue se relève plus digne qu'elle. Elle prépara son prochain piège. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en essayant d'écraser une racine vivante, on ne fait souvent que nourrir l'arbre. Les semaines passèrent. Le petit Cierno grandissait doucement, ses yeux s'ouvrant au monde comme deux lucioles dans l'ombre. Il gazouillait au moindre chant d'oiseau, pleurait à peine, et s'endormait au son des prières murmurées d'Aïssatou. La cabane, autrefois cabossée par la misère, respirait à présent la chaleur humaine. Le jardin débordait de verdure, les légumes poussaient. Le bissap, prêt à être cueilli, formait un petit trésor pour les mois à venir. Et dans le cœur de Baïchek, une étrange fierté s'installait. Je n'ai rien construit dans ce monde. Pas de maison, pas de nom, pas de terre. Mais j'ai participé à ça. À cette paix. À ce souffle. À cet enfant. Chaque jour, il se levait avant l'aube, arrosait les plants, allumait le feu, et préparait un peu de bouillie pour Aïssatou. Il parlait peu, mais ses gestes étaient remplis d'amour discret. Et même les oiseaux, désormais, semblaient chanter plus près de leur cabane. Astérisque, astérisque. Mais pendant ce temps, dans sa maison au mur sec, Fanta ourdissait son plan. Elle ne supportait plus le silence du village. Car ce silence, loin d'être indifférence, était devenu jugement. Les femmes la saluaient à peine. Les enfants évitaient son regard. Même Diarra, sa propre fille, ne riait plus des malheurs d'Aïssatou. Elle m'a volé l'admiration du village. Elle a volé ma paix. Je vais lui reprendre ce qu'elle a de plus précieux. Elle alla trouver un vieil homme mystérieux, un herboriste sans foi ni loi, qui vivait près de la rivière. Je veux quelque chose qui la rende faible. Qui l'épuise. Qui la fasse douter. Pas la tuer. Juste, lui enlever sa lumière. Le vieil homme, sans poser de questions, lui donna une petite poudre grise dans une calebasse nouée de ficelle. Mets ça dans sa nourriture. Pas beaucoup. Juste un peu, chaque jour. Son lait séchera. Son corps se fatiguera. Et son esprit se noiera dans les cauchemars. Fanta repartit, la poudre dans sa poche, le cœur noirci par l'envie. Quelques jours plus tard, elle se rendit près de la cabane avec un panier. « Je viens en paix », dit-elle à Aïssatou avec un faux sourire. « Je me suis trompée sur toi. Tu es forte. Je t'ai jugée trop tôt. Prends ce plat. C'est pour toi. » Aïssatou, méfiante, hésita. Mais Baïchek, de retour des champs, refusa tout net. « Nous avons tout ce qu'il nous faut. Garde tes offrandes pour ton cœur, Fanta. » Fanta serra les dents, salua froidement, et repartit. Mais elle savait que le poison n'a pas besoin d'entrer dans la bouche pour frapper. Elle savait que la rumeur, elle aussi, était un poison. Le lendemain, au marché, Fanta parla à voix basse. « Vous avez vu le vieux cheik? Il se prend pour un mari, mais on ne sait même pas de quoi vit ce mendiant. Et Aïssatou, là, elle s'habille bien maintenant, hein? On se demande d'où vient l'argent. » Une femme la regarda, les bras croisés. « Tu veux dire qu'il vole ?» Fanta haussa les épaules, feignant l'innocence. « Je ne dis rien, hein. Mais les gens changent vite quand l'orgueil gonfle plus fort que la vérité. » Le venin était lâché. Il se glissait dans les oreilles. Puis dans les regards. Puis dans les silences. Et bientôt, même les voix qui avaient salué Aïssatou commençaient à se taire. La poussière du soupçon s'élevait. Et la paix patiemment construite était désormais menacée. Les jours qui suivirent furent comme un ciel couvert. Ni orage, ni clarté. Juste cette tension dans l'air. Aïssatou le sentit la première. Elle marchait au marché avec son bébé noué au dos, les bras pleins de bissap récoltés. Mais les sourires des vendeuses avaient disparu. Les saluts étaient froids. Les regards, fuyants. Elle entendit une voix derrière son dos. On dit qu'elle achète du savon avec l'argent des autres. Le vieux cheik, depuis quand il cultive assez pour vendre autant? Une autre voix répondit, plus basse. Peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être qu'elle a un protecteur secret. Une femme comme elle ne vit pas juste de feuilles. Aïssatou accéléra le pas, le cœur battant. Elle rentra à la cabane, les yeux pleins de larmes qu'elle ne voulait pas verser. Baïchek était là, assis au sol, en train de raccommoder un vieux sac. Elle ne dit rien. Elle posa le bissap, s'assit, et se mit à trembler doucement. Il la regarda, inquiet. « Quelqu'un t'a blessé. » Elle hocha lentement la tête. « Pas avec les mains. »
avec la langue. Il comprit. Il n'avait pas besoin de plus. Il se leva, posa ses mains sur ses genoux et dit « Tu restes ici. Ce soir, je vais parler. » Au crépuscule, Baïchek se rendit à la place centrale du village, là où les anciens se réunissaient pour veiller et commenter la vie de la communauté. Il s'avança, humble, mais debout. Père, mère, frère. Depuis plusieurs jours, les murmures m'atteignent. Moi, je suis vieux. Je suis habitué à être ignoré. Mais ma femme, elle est jeune. Elle a déjà trop souffert pour qu'on l'étrangle avec le poison des mots. Les anciens le regardèrent. Un homme prit la parole. Personne ne vous a accusé. Ce sont juste des rumeurs. Les rumeurs, mon frère, sont comme des termites. Elles rongent la base de la case, jusqu'à ce qu'elle tombe. Aujourd'hui, vous dites rien. Demain, quelqu'un dira qu'elle vole. Puis un autre dira que l'enfant n'est pas le mien. Et bientôt, elle n'aura plus de nom. Un silence. Puis une vieille femme, respectée, Mame Kumba, se leva lentement. Je suis vieille, mes enfants. Et je vous dis ceci, j'ai vu cette fille, enceinte, rejetée, marcher sans jamais répondre à l'insulte. J'ai vu ce mendiant nourrir une famille avec 3 graines et de la dignité. Et aujourd'hui, vous doutez? Parce qu'une femme jalouse a planté une graine de venin. Les regards se croisèrent. L'atmosphère changea. Mame Kumba frappa le sol de son bâton. Je propose qu'on appelle Fanta. Et qu'elle vienne s'expliquer devant tous. Ce soir. On alla chercher Fanta. Elle arriva, les bras croisés, l'air hautain, mais l'œil inquiet. Tu as semé le doute, Fanta. Dis-nous, que reproches-tu vraiment à cette fille? Demanda le chef du village. Fanta hésita. Puis, comme piqué au vif. Je dis seulement qu'on ne sait pas d'où elle tire son confort. Ce n'est pas normal. Elle vit comme une reine sous un arbre. On ne récolte pas autant de bissap avec une natte et un seau. Baïchek s'avança. Tu veux la vérité? Viens demain, à l'aube. Toi et ceux qui doutent. Venez voir comment on travaille. Venez voir nos mains. Nos dos courbés. Venez voir si la sueur ment. Le chef approuva. Soit. Demain, à l'aube. Et que la vérité se montre, par le travail et par la terre. Fanta, décontenancée, accepta malgré elle. Mais dans son regard, brûlait la rage d'une femme qui perdait du terrain. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le lendemain, elle allait voir quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. L'aube n'était pas encore levée que déjà, la concession du fromager s'éveillait. Baïchek avait allumé le feu avec des branches humides, pendant qu'Aïssatou préparait une petite bouillie de mil pour elle et le petit Cierno, encore endormi contre son flanc. Malgré la fatigue, elle était déterminée. Ce matin-là, ce n'était pas un jour comme les autres. Ce matin-là, le village allait venir voir. Voir de leurs yeux. Comprendre avec leur cœur. Vers 6 heures, un groupe de femmes, d'hommes, de jeunes et d'anciens arrivèrent, guidés par Mame Kumba et le chef du village. Au milieu d'eux marchait Fanta, droite comme une colonne de sel, les lèvres pincées, le regard dur. À ses côtés, Diarra semblait plus inquiète que fière. « Nous sommes là », déclara le chef. « Montre-nous ce que tu prétends être vrai. » Baïchek ne répondit pas. Il fit signe. Et doucement, ils les guidèrent derrière le fromager. Ce que les villageois découvrirent les laissa sans voix. Un petit champ, parfaitement aligné. Des rangées de bissap, de gombo, de piments. Des oignons prêts à être arrachés. Des calebasses suspendues. Des outils taillés à la main. Et un petit bassin d'eau de pluie canalisé grâce à un simple système de rigole creusé dans la terre. Tout était minuscule, mais soigné. Pensé. Respecté. Voilà notre richesse. Voilà notre prétendue magie, déclara Baïchek calmement. Il se baissa, sortit un oignon de la terre. Il le tendit au chef. C'est avec ça qu'on achète notre savon. C'est avec ça qu'on échange du riz. Et quand il n'y a pas assez, on se contente d'eau chaude et de silence. Aïssatou, debout avec Cierno dans les bras, ajouta d'une voix douce. On a creusé à 2, planté à 2, arrosé à 2. Et quand j'avais mal au ventre, il continuait seul, pour que je puisse respirer. Il n'y a pas d'or ici. Mais il y a du travail. Chaque matin. Chaque soir. Un silence respectueux tomba. Puis Mame Kumba parla. Je suis vieille. Mais jamais je n'ai vu un champ aussi bien entretenu avec aussi peu de moyens. Vous avez fait de la poussière un jardin. Une jeune fille s'approcha, toucha une tige de bissap et murmura. On dirait qu'elle chante. Elle a l'air heureuse, cette plante. Fanta, elle, restait figée.
Son piège s'était retourné contre elle. Elle voulait que le village voie la pauvreté. Il avait vu la noblesse. Le chef du village prit alors la parole. Dès aujourd'hui, je déclare que Baïchek et Aïssatou sont un exemple. Qu'ils soient protégés. Que plus personne ne vienne salir leur nom. Puis il ajouta, en regardant Fanta droit dans les yeux. Et que celles qui ont semé la suspicion boivent maintenant la honte de leurs mensonges. Fanta ne répondit pas. Mais dans ses yeux, une flamme s'éteignit. Elle venait de perdre ce qu'elle craignait le plus perdre, le contrôle. Lorsque le groupe repartit, certains laissèrent des graines, d'autres des paroles de pardon. Et ce jour-là, Aïssatou et Baïchek, sans tambour ni cri, devinrent le cœur vivant de Ndiongolor. Ils n'avaient plus à prouver quoi que ce soit. La terre parlait pour eux. Depuis ce matin-là, le vent semblait avoir changé de direction dans Ndiongolor. Là où régnaient autrefois les rumeurs et le mépris, on entendait maintenant des mots sincères, des gestes discrets de soutien, et parfois même des rires d'enfants qui couraient autour du grand fromager. Les habitants du village, un à un, venaient offrir un peu de leur temps, de leurs outils, ou de leurs graines à Baïchek et Aïssatou. Vous avez su faire pousser plus que des légumes. Vous avez fait pousser le respect, dit un vieil homme en déposant un sac de semences devant la cabane. Aïssatou recevait ces gestes avec gratitude, mais aussi prudence. Elle savait que le cœur humain est changeant. Ce n'était pas la gloire qu'elle recherchait, mais la stabilité. Une vie sans gifle. Une vie sans cri. Cierno, désormais âgé d'1 mois, grandissait vite. Ses bras étaient forts, ses pleurs rares. Il s'éveillait souvent au chant des oiseaux et à la voix grave de Baïchek, qui lui racontait des histoires anciennes, des légendes qu'il inventait en ramassant des branches ou en retournant la terre. Regarde, petit roi, cette racine-là, elle est comme ta mère. Elle ne pousse pas vite, mais elle tient, même dans la pierre. Cierno gazouillait, comme s'il comprenait. Et Aïssatou, assise à l'ombre, les regardait en silence, le cœur plein. Elle se souvenait du jour où elle avait été traînée de force, enceinte, vers un homme sans toit, comme on abandonne un fardeau. Aujourd'hui, ce fardeau était devenu un socle. Mais Fanta n'avait pas dit son dernier mot. Depuis l'échec de son accusation publique, elle s'était enfermée chez elle, ruminant sa colère, rongée par l'envie. Diarra, sa fille, s'était éloignée d'elle, préférant passer ses journées avec les femmes du marché ou au puits. Elle n'admirait plus sa mère. Elle admirait Aïssatou. Maman, et si tu la laissais tranquille? Elle n'a rien fait de mal. Elle élève son enfant. Elle vit en paix. Pourquoi ne peux-tu pas l'oublier? Fanta la gifla. Une gifle sèche, froide. Mais en elle, elle savait que sa fille disait vrai. Elle avait perdu. Pas contre Aïssatou, mais contre sa propre méchanceté. Alors elle se mit à pleurer. Pas à haute voix. Non. Des larmes d'acide. De honte. Des larmes que seule la nuit comprend. Pendant ce temps, Aïssatou, sans rien savoir de cette déchéance silencieuse, arrosait ses plants de piment. Elle souriait à Cierno. Elle regardait Baïchek sculpter un bâton pour leur fils, comme pour lui dire « Tu n'auras pas de jouets achetés, mais tu auras des racines, et elle ne mente jamais. » Et dans ce silence, dans cette terre encore humide de pluie, dans ce cœur battant d'une mère autrefois rejetée, grandissait une puissance que personne ne pourrait jamais arracher. Un matin paisible, alors que le soleil pointait à peine au-dessus des collines de Ndiongolor, une silhouette étrangère apparut sur la route poussiéreuse. Il portait un costume beige clair, une mallette en cuir à la main, et des souliers bien cirés qui juraient avec la terre rouge du village. Les enfants accoururent les premiers, curieux. Puis les femmes du marché, les vieux sous le fromager, et enfin, le chef du village lui-même. « Bonjour. Je cherche une certaine Aïssatou. On m'a dit qu'elle vit ici. » Sa voix était posée, urbaine. Son wolof était teinté d'un accent francisé. Il ne venait pas d'ici. Il disait venir de la capitale. Et avec lui, le passé marchait lentement, mais sûrement. Lorsqu'Aïssatou vit l'homme devant la cabane, son cœur fit un bond. Elle reconnut ce visage. Ses yeux. C'était l'ami de son père. Un homme qu'elle n'avait pas revu depuis l'enterrement. À l'époque, elle n'était qu'une enfant perdue, assise entre les femmes, incapable de pleurer. Moussa, c'est toi. Oui, petite. Enfin, grande maintenant. Je t'ai cherché pendant des années. Elle restait figée. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Il hésita, puis s'assit sur une pierre, essuya son front, et dit « Ton père avait laissé un document, un terrain, une promesse. Il m'avait chargé de te le transmettre à tes 18 ans. Mais après sa mort, Fanta a tout bloqué. Elle m'a dit que tu étais parti, que tu étais perdu dans la ville.
Elle a refusé de me dire où tu étais. Le sang d'Aïssatou se glaça. Fanta. Encore elle. Quel terrain. À la sortie de Kaolack. 2 hectares. Fertile. Avec un puits. Et un acte notarié à ton nom. Un silence. Le monde s'arrêta. Baïchek, qui écoutait depuis le seuil, s'approcha lentement. Un terrain à son nom. Moussa hocha la tête. Il est à toi depuis 8 ans. Fanta l'a caché. Elle a menti. Et moi, j'ai trop attendu. Je me suis laissé convaincre que tu avais disparu. Aujourd'hui, j'ai appris par un commerçant que tu étais ici. Marié. Mère. Et que ton jardin faisait parler tout le village. Aïssatou tomba à genoux. Pas par faiblesse. Mais parce que la vérité avait fini par la rattraper. Elle pleura. Pas les larmes de douleur. Des larmes de justice. Des larmes d'héritière. Ce soir-là, le village entier fut ébranlé. Le mendiant, la servante rejetée, la fille sans nom, venaient de retrouver ce qui lui avait été volé. Et dans le silence du soir, Fanta, chez elle, comprit que cette fois, ce n'était pas la réputation d'Aïssatou qui grandissait. C'était son avenir. Cette nuit-là, Aïssatou dormit peu. Assise devant la cabane, le dos appuyé contre le vieux tronc du fromager, elle tenait Cierno dans ses bras, endormie contre sa poitrine. La lumière de la lune caressait ses traits, et son esprit vagabondait entre souvenirs et décisions. Un terrain, 2 hectares, un puits, un acte, la promesse oubliée d'un père, cachée par la jalousie d'une marâtre. Elle n'avait jamais rien demandé. Et voilà que, sans qu'elle ne s'y attende, la vie lui tendait une clé. Pas une fortune, mais une terre. Une vraie. À elle. Baïchek sortit lentement de la cabane, silencieux comme toujours. Il s'assit près d'elle. Il ne dit rien, puis, après un long moment. Alors, tu veux partir? Elle le regarda. Ses yeux brillaient, mais il ne montrait rien. Il avait déjà vécu tant d'abandon qu'il s'y était presque habitué. Elle secoua la tête. Je ne veux pas fuir. Mais je veux avancer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ce terrain est à toi. Il t'ouvre un autre monde. Tu peux vivre mieux. Construire. Être libre. Je suis déjà libre, Chek. Un silence. Puis elle reprit, d'une voix douce mais ferme. Ce terrain, je ne veux pas l'exploiter seul. Tu m'as appris à planter dans la poussière. Tu m'as offert l'ombre quand le monde me brûlait. Alors si je dois bâtir quelque chose là-bas, je veux que ce soit avec toi. Avec Cierno. Avec nos mains, comme ici. Chek détourna le regard, les yeux embués. Mais moi, je suis un mendiant, Aïssatou. Je n'ai rien à donner. Tu as tout donné. Ta dignité. Ton silence. Ton respect. Tu m'as rendu mon nom. Et si tu veux, maintenant, c'est moi qui veux te donner un toit. Elle sortit alors de sa poche le papier que Moussa lui avait remis. L'acte de propriété. Elle le posa sur ses genoux. Et dans ce geste simple, elle lui offrait bien plus que la terre. Elle lui offrait un avenir partagé. Le lendemain matin, le village tout entier parlait. Elle va partir. Elle a un terrain. Elle peut vivre à Kaolack, ouvrir un commerce, construire une maison en ciment. Mais Aïssatou ne partait pas pour fuir. Elle partait pour élever son fils, son compagnon et son projet. Avant de quitter Ndiongolor, elle alla saluer Mamkumba. « Tu es venu de la boue, mais tu marches comme une reine, » dit la vieille femme. « Les reines, ce sont celles qui bâtissent sans piétiner, » répondit Aïssatou en souriant. Quant à Fanta, elle n'eut plus le courage de croiser son regard. Elle ferma ses volets. Elle s'enferma dans son silence. Et chaque fois que le vent portait les rires de Cierno ou les pas d'Aïssatou qui préparait son départ, elle sentait le poids du remords s'alourdir. Mais jamais elle ne trouva la force de dire ce mot qu'elle n'avait jamais appris à prononcer. Pardon. Le jour du départ arriva. Le ciel de Ndiongolor était clair, sans un nuage. Les oiseaux virevoltaient d'un arbre à l'autre, comme pour accompagner la scène. Le vent portait une douceur étrange, un souffle de changement, un murmure de renaissance. Devant la cabane, Baïchek attachait les derniers ballots. Une natte roulée, quelques calebasses, un sac de graines. Rien de précieux, rien de lourd, mais tout chargé d'histoire. Aïssatou, elle, avait Cierno bien noué au dos, comme au premier jour. Son regard balaya lentement le lieu où elle avait pleuré, ri, accouché et appris à vivre. On n'oublie pas ce qui nous a sauvés, même si on s'en éloigne, murmura-t-elle. Il n'était pas seul. Une foule s'était formée. Discrète,
respectueuses. Des femmes, des hommes, des enfants. Mamkumba, le chef du village, les voisines du marché, même Diara, la fille de Fanta, venue seule, la tête baissée. Tu pars comme une pauvre, mais tu laisses derrière toi la richesse de l'exemple, dit le vieux chef. Et si un jour tu veux revenir, ce village sera ta maison, ajouta Mamkumba, la main posée sur l'épaule d'Aïssatou. Une femme, en silence, remit à Baïchek une ou neuve. Une autre tendit une poule dans un panier. Et Diara s'approcha enfin. Elle n'osa pas lever les yeux. Je t'ai mal jugé. J'ai ri de ta chute. Mais aujourd'hui, je te remercie d'avoir montré que même dans la poussière, une femme peut devenir lumière. Aïssatou ne répondit pas. Elle la serra simplement dans ses bras. Et ce geste, simple et profond, fit plus de bruit que 1000 discours. Puis ils partirent. À pied. Pas dans une voiture. Pas sur une charrette. À pied, comme deux voyageurs d'âme, marchant vers une terre promise non par les hommes, mais par la vie. Ils marchèrent longtemps. Et au loin, sur la route rouge qui menait vers Kaolack, une silhouette apparut. C'était Moussa, l'ami de son père. Il les attendait avec un sourire et 2 ânes attachés à une petite charrette. « Je ne pouvais pas vous laisser commencer votre royaume sans monture, majesté, » plaisanta-t-il. Ils rirent. Et le voyage reprit, cette fois plus léger. À la tombée du jour, ils atteignirent enfin le terrain. 2 hectares de terre fertile, couverts d'herbes fraîches, bordés d'un puits en pierre et d'un petit arbre solennel. Le vent y chantait un air différent. Le silence n'y était pas vide. Il était plein de possibles. « Voilà », dit Aïssatou en posant le pied sur le sol. « C'est ici qu'il grandira. Mon fils. Notre jardin. Notre dignité. » Baïchek ne parla pas. Il s'agenouilla, prit une poignée de terre, la serra contre son cœur. Puis il se redressa. « Tu n'es plus une invitée dans ce monde, Aïssatou. Tu en es l'héritière. » Elle sourit. Et ce soir-là, sous les étoiles d'un ciel vaste et silencieux, ils allumèrent un premier feu. Le feu d'un foyer. Le feu d'une revanche douce. Le feu d'un recommencement. Au matin, le coq du hameau voisin chantait à peine que déjà Aïssatou était debout, le regard plongé dans l'horizon. Elle avait dormi à la belle étoile, la tête posée sur un ballot de vêtements, Ciernon emmailloté contre elle, et Baïchek à ses côtés, le souffle tranquille. Le terrain s'étalait devant eux, vaste, pur, vierge comme une page qu'on s'apprête à écrire. Il n'y avait ni cabane, ni clôture, ni ombre pour se reposer. Mais il y avait la terre, et avec elle, tout ce qu'ils n'avaient jamais eu, le droit de bâtir. Par quoi commencer? Demanda Chek, debout avec une oue à la main. Par la cuisine, répondit Aïssatou en souriant. Si on peut faire cuire un mille, on peut résister à tout. Ils ramassèrent des pierres, des branches solides et des feuilles sèches. Bientôt, un foyer en pierre sortit de terre, sommaire mais stable. Puis vint l'abri pour Cierno. Un petit coin d'ombre tressé de nattes, renforcé avec des sacs en toile. Pas encore une maison, mais un nid. Chaque jour, il plantait un peu. Un rang de maïs. Quelques graines d'arachide. Un citronnier, tout jeune, offert par un passant bienveillant. Et chaque nuit, il dormait contre le sol, bercé par le vent des campagnes et la lumière lointaine des étoiles. Mais rien ne les dérangeait. Car pour la première fois, personne ne leur ordonnait de se taire. Personne ne leur crachait leur honte au visage. Ils étaient seuls, oui, mais libres. Au bout de la première semaine, un voisin vint leur proposer un coup de main. On m'a parlé de vous à Ndiongolor. J'ai vu ce que vous avez fait là-bas. Si vous avez besoin, je peux vous aider à creuser la fosse pour le futur puis secondaire. Baïchek accepta sans fierté, mais avec gratitude. Puis ce fut une femme, une ancienne marchande. J'ai du fil et une aiguille. Je peux t'apprendre à réparer les vêtements, Aïssatou. Tu pourrais vendre quelques pièces. Et peu à peu, un réseau invisible de soutien se tissa autour d'eux. Pas par pitié, mais par respect. Un soir, alors que le feu crépitait doucement, Chek dit « Tu sais, j'ai passé des années à penser que je finirais mes jours seul, sous un arbre oublié. » Aïssatou le regarda. « Et maintenant ?» Il répondit en regardant le ciel. « Maintenant, je plante des pierres. » Des pierres. Oui, des fondations. Invisibles pour les yeux pressés, mais solides comme le cœur d'une femme qui n'a jamais cessé d'avancer. Elle sourit. Puis, doucement, elle posa sa tête sur son épaule et murmura. « Et si demain, quelqu'un veut tout nous reprendre ?» Il répondit. « Alors il devra d'abord arracher la racine de notre dignité. Et ça, même Dieu envoie des anges pour la protéger. Et dans cette nuit sans toit,
sans mur, sans barrière. Il dormait serein. Car parfois, le vrai palais est celui que l'on construit à deux, pierre après pierre, dans le silence de la vérité. 3 mois avaient passé. Sur le terrain jadis nu, les choses avaient changé. Un petit abri en banco prenait forme, les murs montaient lentement, un mélange de terre, d'eau et de courage. Autour, les plantations avaient grandi, du mil, des légumes, des fleurs de bissap aux pétales d'un rouge éclatant. Et sous l'ombre timide du jeune citronnier, Cierno rampait déjà, les mains dans la poussière, riant dès qu'un papillon effleurait son nez. Mais ce matin-là, quelque chose de plus grand que la récolte se préparait. Une délégation venue de Ndiongolor s'approchait, conduite par le chef du village, Mamkumba et une dizaine de femmes. Ils marchaient doucement, respectueusement, portant sur leurs têtes des paniers remplis d'offrandes. Sel, savon, riz, tissu, même une grande marmite et 2 poules attachées aux pattes. Aïssatou et Baïchek, surpris, les accueillirent à bras ouverts. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Chek, ému. Le vieux chef répondit, sa voix pleine d'émotion. « Nous venons bénir ce que vous avez semé. Pas la terre, mais votre exemple. Vous êtes partis avec rien. Et voilà que vous inspirez tout un village. » Une femme ajouta. « Fanta est tombée malade. Pas du corps, du cœur. Depuis ton départ, Aïssatou, elle ne mange plus. Elle ne parle plus. Peut-être que Dieu l'a touchée là où personne ne pouvait l'atteindre. » Mamkumba s'avança. Elle a envoyé ceci. Elle tendit un petit paquet. Aïssatou le prit avec précaution. À l'intérieur, un foulard ancien. C'était celui de sa mère, qu'elle croyait disparu depuis des années. Un mot y était attaché. « Je n'ai pas su t'aimer. Mais je ne peux plus te haïr. Pardonne-moi si ton cœur le peut. » Aïssatou baissa la tête. Elle resta longtemps silencieuse. Puis elle murmura. « Je ne garde plus de haine. Je n'ai plus de place que pour la vie. » Ce jour-là, la marmite fut posée sur le feu. Les femmes chantèrent. Les enfants coururent entre les plants. Cierno rit à gorge déployée, porté par Mamkumba qui lui murmurait. « Tu es né dans la poussière, mais tu brilleras comme une étoile. » Et Baïchek, assis à l'ombre de son citronnier, les mains pleines de terre, observa cette scène. La terre parle en notre nom, Aïssatou. Elle dit ce que les mots ont toujours eu peur de dire. Elle le rejoignit, s'accroupit à ses côtés. Alors laissons-la continuer de parler. Ensemble. Et dans leur regard, ce jour-là, brillait la certitude que plus rien ne serait jamais volé. Ni leur paix, ni leur nom, ni leur avenir. Le vent soufflait doucement sur les plantations du domaine. L'ombre du citronnier s'était agrandie, et les rangées de bissap, gombo et mil dessinaient désormais des lignes claires, comme des écritures anciennes tracées dans la terre. Dans un coin du champ, Aïssatou observait Cierno faire ses premiers pas, trébuchant, se relevant, riant comme s'il dansait avec les racines du sol. Non loin, Baïchek aiguisait Saou, le visage éclairé par le soleil, son dos droit, ses mains robustes comme celles d'un jeune homme. Cela faisait bientôt 1 an depuis leur arrivée. Et désormais, leur nom avait pris racine. Ce matin-là, un représentant de la mairie de Kaolack arriva sur le terrain avec un document officiel, un certificat de propriété ratifié, finalisé. Le terrain était désormais reconnu par les autorités, sous le nom d'Aïssatouba, épouse de Chek Gay. Elle tenait le papier entre ses mains tremblantes. C'est donc vrai. Je ne suis plus une errante. Je suis propriétaire, femme, mère, épouse, cultivatrice. Moi. Chek s'approcha derrière elle, posa sa main sur son épaule. Ce nom que Fanta a tenté d'effacer, tu l'as gravé dans la terre. Et cette fois, il ne s'effacera plus. Ils s'assirent au pied du jeune manguier qu'ils avaient planté à la naissance de Cierno. Tu crois qu'un jour, Cierno comprendra ce que nous avons traversé pour qu'il puisse courir librement dans cette poussière. Il le sentira dans les gestes, dans le goût de notre bissap, dans l'odeur de la terre mouillée, et dans l'amour qu'on lui donnera sans jamais le faire mendier. Quelques jours plus tard, un instituteur retraité de passage proposa d'ouvrir une petite classe informelle sous un abri fait de bambou, à côté du terrain. Les enfants du coin marchent trop pour aller à l'école. Ici, ils auront un lieu. Et vous, une voix pour partager votre histoire. Ainsi, le terrain devint aussi un lieu de transmission. Un champ, un foyer, un refuge, un début de village, né du ventre d'une fille qu'on voulait briser. Fanta, de son côté, ne reparut jamais. Mais un jour, un homme apporta une lettre écrite de sa main. Aïssatou la lut en silence. Il n'y avait ni grandes excuses, ni promesses. Seulement ceci. Tu es plus forte que moi. Et c'est peut-être ce que j'ai toujours détesté.
Elle brûle à la lettre. Pas par vengeance, mais pour que le feu en emporte le poids. Puis elle ramassa la cendre, la jeta dans son jardin, et dit « Même la douleur peut nourrir la vie, quand on choisit la paix. » Et ce soir-là, sous un ciel calme, les pieds dans la poussière, Aïssatou regarda son fils et son mari danser près du feu. Elle sourit. Elle, l'orpheline. Elle, la rejetée. Elle, la brisée. Elle portait désormais un nom qu'aucune rumeur ne pourrait plus jamais salir. Le vent d'hivernage était revenu. Mais cette année, il ne portait plus la menace, ni l'incertitude. Il portait la mémoire. La mémoire de ce qu'ils avaient été. Et de tout ce qu'ils étaient devenus. Autour du grand manguier désormais majestueux, des enfants s'ébattaient, les pieds nus, les cris de joie résonnant jusqu'aux limites du terrain. Parmi eux, un garçon de 2 ans courait, les bras en l'air, poursuivant un coq farouche. Cierno. Ses jambes étaient solides. Son rire éclatant. Il portait au front la même lumière que sa mère, et dans la posture, la dignité silencieuse de son père. Aïssatou, debout à l'entrée de leur maison en banco, regardait la scène. La case n'était plus une simple cabane. Elle s'était agrandie, pierre après pierre. Une pièce pour eux. Une pour les outils. Une pour accueillir les voyageurs et les âmes perdues qui, comme eux autrefois, cherchaient un coin de paix. Baïchek, assis à l'ombre, taillait une sculpture en bois. Un petit enfant debout sur un monticule. Il y gravait un mot. Racine. Il leva les yeux vers Aïssatou. « Tu penses qu'on a assez transmis ?» Elle sourit. « On ne transmet pas par les mots, Chek. On transmet par les pas qu'on laisse dans la poussière. » Il hocha la tête. « Et crois-tu que notre fils les suivra, ces pas ?» Elle regarda Cierno tomber, se relever, rire, recommencer. « Il ne les suivra pas. Il les dépassera. » Ce jour-là, un événement inattendu survint. Une délégation d'un projet agricole communautaire, soutenu par une ONG, arriva sur leur terrain. Ils avaient entendu parler d'un couple sans ressources, devenu un exemple de résilience. Ils proposèrent un partenariat, aide technique, formation, matériel. En échange, ils souhaitaient que le lieu devienne un centre d'apprentissage pour femmes seules, jeunes veuves, orphelins. Baïchek les regarda, ému. Il n'avait jamais rien demandé à personne. Mais cette offre, il la voyait comme une main tendue non vers eux, mais à travers eux. « Nous n'avons pas étudié. Nous n'avons pas de titre, » dit Aïssatou. « Mais vous avez la preuve vivante que la dignité peut pousser là où tout le monde voit du néant, » répondit le coordinateur. Ils acceptèrent. Et ainsi naquit la Maison des Racines, un centre modeste, ouvert à tous, où les enfants apprenaient à lire sous les arbres, où les mères reprenaient goût à la vie, et où chaque visiteur repartait en comprenant une chose simple. La richesse ne commence pas par l'argent. Elle commence par le respect de soi. Le soir même, après la prière, alors que les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel de Kaolack, Aïssatou écrivit une lettre. Elle la confia à un garçon du village. Destinataire, Diarra. À l'intérieur, un simple message. Dis à ta mère que la paix est toujours possible. Même tard. Qu'elle vienne planter une graine ici, si elle veut. Elle sera arrosée sans rancune. Et ainsi se termina l'histoire. Non par un point final, mais par une ouverture. Une orpheline. Un mendiant. Un enfant. Un jardin. Un nom reconquis. Et dans la terre rouge, autrefois stérile, résonnait à jamais l'héritage d'une vérité simple. Même ceux qu'on veut enterrer, peuvent devenir des racines sacrées.